Bonjour, chers candidats. Monsieur Diallo, professeur certifié d'économie, de sciences économiques et sociales. Voilà, nous allons poursuivre sur le programme de L2. La dernière vidéo portait sur la mesure de la croissance, qui constitue la deuxième partie après la définition de la croissance et de ses concepts de base. Nous allons donc passer au facteur de la croissance, qui est la troisième partie de la première section intitulée la section croissance économique. Voilà, les facteurs de la croissance sont l'ensemble des éléments qui nous permettent de réaliser une croissance, notamment les causes de la croissance économique. Et qui dit croissance dit augmentation de la production. Du coup, les facteurs de production seront aussi des facteurs de croissance. À ce niveau, nous allons retenir les facteurs traditionnels d'une part et d'autre part les facteurs résiduels. Lorsqu'on parle de facteurs traditionnels, on fait allusion aux deux facteurs qui ont de tout le temps été considérés comme étant les seuls facteurs qui permettent de produire, à savoir le travail et le capital. L'activité de production combine le travail et le capital. On a besoin de main-d'œuvre, de personnes qui fournissent le service appelé travail, mais aussi on a besoin de moyens de production. Voilà. Les bâtiments, les équipements de façon générale constitués des bâtiments, des machines et matériels d'exploitation qu'on appelle communément en économie la formation brute de capital fixe. Voilà. Si l'on sait que l'investissement est composé de cette FBCF et de la variation des stocks. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons d'une part montrer l'apport des facteurs traditionnels dans la croissance et d'autre part l'apport des facteurs résiduels. Pour commencer par les facteurs traditionnels, à ce niveau, nous distinguons le travail du capital que je viens de citer tout à l'heure à titre d'exemple. Voilà. Le travail n'est rien d'autre que l'énergie physique et intellectuelle fournie par un ménage. Un ménage, c'est une personne. Ça peut être un groupe de personnes dans le cadre d'un ménage collectif. Donc, je disais que le travail est l'énergie physique et intellectuelle fournie par un ménage en contrepartie d'une rémunération. C'est préférable de dire rémunération parce que toutes les rémunérations ne sont pas des salaires. Voilà, le fonctionnaire bénéficie d'un traitement, le militaire d'un solde, l'avocat d'honoraires. Voilà, ainsi de suite. On a donc plusieurs catégories de rémunération. Ce travail maintenant contribue à la croissance, à la production et à la croissance quantitativement, mais aussi qualitativement. Lorsqu'on parle de contribution quantitative du travail, c'est naturellement lorsque dans les mêmes conditions d'efficacité, on passe de 10 travailleurs à 20 travailleurs, ça permettra d'augmenter la quantité produite, évidemment. Mais aussi le travail étant évalué en heures, lorsqu'on maintient le nombre de travailleurs et qu'on double les heures de travail, par exemple, on pourra doubler la production. Du coup, le travail participe quantitativement, de par son volume, à l'augmentation de la production, donc à la croissance économique. Voilà, maintenant, il est nécessaire de préciser que le travail est fourni par les personnes, ce qui nous conduit à remonter, à dégager un lien entre ce travail et la population, naturellement. Et là, j'insiste parce que aussi il y a des collègues qui ne traitent pas
j'allais dire, à merveille cette partie, alors que beaucoup d'épreuves portent sur la population. Il n'y a pas plus tard que 2 ans en arrière, je pense qu'on avait donné cette population à la session d'octobre. Voilà, j'ai rencontré par devers, j'ai rencontré dans ma carrière, je pense, 3 épreuves qui portent sur cette partie, sur la population, les effets de la population, voilà, les avantages comme les inconvénients d'une augmentation de la population pour l'économie. Du coup, je pense qu'il faut prendre le temps de détailler un peu comment le travail participe quantitativement mais aussi qualitativement. Voilà. Cette participation quantitative du travail dépend donc du volume de main-d'œuvre, et ce volume de main-d'œuvre lui-même dépend de la population active. Voilà. La population active, c'est l'ensemble des personnes qui ont une qualification, qui occupent effectivement un emploi qu'on appelle population active occupée, autrement dit les travailleurs, mais aussi qui recherchent une qualification et qui recherchent activement du travail et qui n'en trouvent pas, ce qu'on appelle les chômeurs ou la population active inoccupée. Du coup, la population active est composée de la population active occupée et de la population active inoccupée, qui constituent les chômeurs. Voilà. Si le nombre de personnes actives augmente, naturellement, l'économie va disposer de plus de potentiel de main-d'œuvre. Voilà. Quand je parle de potentiel, ce n'est pas effectivement le nombre de travailleurs, mais le nombre de personnes capables de travailler. Donc, du coup, il faut tenir compte des travailleurs, mais aussi des chômeurs qui ont une qualification et qui n'ont pas encore d'emploi. Voilà, donc l'augmentation du volume de main-d'œuvre dépendra de l'augmentation de la population active, qui en réalité dépend elle-même de la population totale, parce que la population totale est composée de la population active et de la population inactive. La population active qu'on vient de citer tout à l'heure, c'est les travailleurs et les chômeurs. Et la population inactive est constituée des enfants, des élèves, des étudiants, des militaires de contingent, ceux qui sont en formation à Bango et qui n'ont pas encore de qualification, des handicapés moteurs, ceux qui sont incapables de travailler parce que tous les handicapés ne sont pas moteurs, enfin, moteurs par rapport à l'exécution d'une tâche. Un malade mental, par exemple, est un handicapé moteur parce qu'il ne peut pas réaliser une activité, il ne peut pas travailler. Voilà. Mais aussi, on a les retraités, il ne faut pas les oublier. Du coup, c'est ce qu'on appelle les inactifs, ceux qui ont soit épuisé leur période d'activité, qui sont les retraités, ou ceux qui sont incapables de travailler, les handicapés moteurs, comme les malades mentaux, ou ceux qui sont en formation. Voilà. Donc, cette population, certes, a des effets sur la croissance, mais au préalable, je pense qu'il faut préciser un peu les causes de l'augmentation de la population, parce que aussi l'une des épreuves au bac qu'on avait demandé d'abord de relever les causes de l'augmentation de la population et enfin d'analyser ses conséquences sur l'économie. Il faut s'attendre donc à des débats comme ça. Et parmi les causes de l'augmentation de la population, on peut citer par exemple la recherche de relève. Quelqu'un qui va à la retraite ou qui vieillit doit chercher quelqu'un qui doit le remplacer psychologiquement. Il va se faire peut-être des enfants pour assurer la relève. Ou bien la recherche de main-d'œuvre dans le monde rural surtout ou dans des pays agricoles comme la Chine. À un certain moment, on encourageait les naissances pour avoir des enfants et disposer d'une main-d'œuvre capable d'exploiter les rizières. Ou ça peut être la polygamie, avec la religion musulmane qui encourage la polygamie, qui peut provoquer une hausse de la population. Mais aussi l'oisiveté à travers la pauvreté. La pauvreté qui provoque une oisiveté. Et comme l'adage nous dit,
L'oisiveté est la mère des vices. Quelqu'un qui n'a pas d'occupation, le pauvre qui reste à la maison peut se faire beaucoup plus d'enfants que quelqu'un qui est occupé, comme le disait en fait Malthus. Malthus disait qu'il ne faut pas accorder de l'aide aux pauvres, parce que si les pauvres bénéficient d'une assistance financière, ils ont tendance à rester à la maison et à multiplier l'activité sexuelle, ce qui contribue à l'augmentation rapide de la population, alors que dans les pays en développement, déjà, la population augmente à un rythme géométrique, ça veut dire rapide, dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, les ressources augmentent à un rythme arithmétique, ça veut dire de façon lente. Naturellement, on ne fait qu'aggraver la pauvreté et instaurer la misère. C'est pourquoi il avait préconisé des politiques de limitation des naissances, entre guillemets. Mais aussi, il faut tenir compte des flux migratoires, les émigrés et les émigrés. Ces mouvements de population aussi peuvent influencer la population totale. Voilà, entre autres, quelques causes. Sans oublier aussi le développement de la médecine. Ça réduit le taux de mortalité infantile naturellement et ça contribue à la hausse de la population. Voilà. Maintenant, la deuxième partie peut-être du débat qui peut porter sur cette population concerne les effets de l'augmentation de la population. Lorsque la population augmente, ce débat d'ailleurs est un débat controversé qui oppose les natalistes, qu'on appelle aussi populationnistes, et les antinatalistes. Les natalistes comme Condorcet, Mirabeau, Fromond, entre autres, ont défendu l'idée selon laquelle l'augmentation de la population admet deux avantages essentiellement. D'une part, elle permet non seulement de renouveler la main-d'œuvre, mais aussi d'accroître le potentiel de main-d'œuvre dont dispose l'économie, ce qui naturellement va augmenter la production et les rendements si l'on sait que les jeunes sont plus entreprenants, plus dynamiques et plus créateurs. D'autre part, l'augmentation de la population entraîne forcément une augmentation des dépenses. Des dépenses, naturellement, ça peut être lié à des dépenses de consommation ou d'équipement. Voilà, un bébé qui naît a besoin de lait, de couches, entre autres, de produits. Nécessairement, la demande sur le marché va augmenter. Cette augmentation de la demande va provoquer, à travers le phénomène du multiplicateur keynésien, une augmentation de la production et une multiplication des revenus. Du coup, l'augmentation de la population peut être vraiment un avantage, peut soutenir, je veux dire, les dépenses et la demande, ce qui relance la croissance économique. Dans ce sens, on peut dire que voilà, l'augmentation de la population constitue un avantage pour la croissance économique. Cependant, d'après Thomas Robert Malthus et les autres antinatalistes, quand on dit un antinataliste, c'est celui qui est contre l'augmentation de la population. L'augmentation rapide, je veux dire, une population ne peut pas ne pas augmenter, mais c'est les économistes qui défendent une augmentation, qui disent que la population dans les pays pauvres augmente de façon rapide. Il faut donc limiter cette augmentation pour ne pas appauvrir les sociétés. Voilà. Pour les antinatalistes, la hausse de la population, en augmentant les dépenses, si vous voulez, laisse une faible marge à l'épargne, ce qui va impacter négativement les investissements. Et si notamment la population augmente plus vite que les ressources, comme je le disais tantôt, ça va aggraver la pauvreté et instaurer la misère. C'est pourquoi Thomas Robert Malthus recommandait des politiques de limitation des naissances. Voilà. Parce que tantôt j'ai dit, Malthus disait que dans les pays pauvres, la population augmente à un rythme géométrique rapide. 2, 4, 8, 16, 32, ça se multiplie. La population augmente à un rythme rapide et elle peut même doubler tous les 25 ans. Alors qu'au même moment, les ressources augmentent lentement, ce qui aggrave la pauvreté et instaure la misère. Donc la seule solution, c'est de limiter l'augmentation de la population. Et d'ailleurs, des pays comme la Chine populaire ont eu à pratiquer
des politiques de limitation des naissances en encourageant par exemple les couples qui n'ont qu'un seul enfant pour freiner un peu le boom démographique, l'explosion de la population, parce que si la population augmente aussi de façon rapide, les charges sociales vont augmenter en termes de besoins, de couverture sanitaire, de couverture scolaire, de couverture sociale, entre autres. Voilà. Voilà donc sur le plan quantitatif, les effets autant positifs que négatifs du travail, du volume de travail. Mais aussi, le travail contribue qualitativement à la production et à la croissance lorsque naturellement on améliore la qualité du service fourni à travers la formation qu'on peut faire subir aux travailleurs qui augmentent leur qualification et améliorent leur qualification et augmentent les rendements, l'octroi de primes et avantages, la hausse des salaires, l'organisation du travail, si on se rappelle un peu du travail à la chaîne dans l'entreprise Ford, avec les mêmes travailleurs et les mêmes heures de travail. Ford, après avoir mis en œuvre cette nouvelle méthode de travail à la chaîne, est parvenu à produire plus de voitures qu'avant avec les mêmes travailleurs et les mêmes heures de travail. Donc, ne serait-ce qu'en organisant le travail, on peut améliorer la productivité. Mais aussi le climat social dans l'entreprise qui révèle un peu les relations tendues ou apaisées entre l'employeur et ses employés. Ce climat social est d'une importance capitale parce que si l'employeur responsabilise les travailleurs, ces derniers auront confiance en eux-mêmes et pourront se donner davantage. Donc les relations tendues dans une entreprise peuvent détériorer la productivité. Voilà grosso modo la contribution soit du volume de travail ou de la qualité du service fourni dans l'activité de production. On reviendra sur une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue, pour un peu parler de l'effet du capital qui est le deuxième facteur traditionnel de la croissance. Bonsoir.